Voici l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui. Tout d'abord, une rapide présentation de Bluefinch ESBD et de sa gamme, suivie d'un focus sur le PAM, donc Privilege Access Management. Ensuite, Camille vous fera une courte démonstration en live de la solution SBPAM. Et pour finir, nous apporterons les réponses aux questions que vous aurez posées dans le chat pendant la présentation. Qui sommes-nous? Bluefinch ESBD donc, est une ESN présente sur le marché européen depuis plus de 11 ans, bientôt 12 maintenant. Quelques événements marquants apparaissent à votre écran, notamment en 2020, la création de BBES Group, qui est un regroupement de sociétés similaires à la nôtre, que ce soit en termes de taille ou d'activité, dans le but de rayonner davantage au niveau européen et d'assurer un accompagnement et un support multilingue à nos clients. Suivi en 2022 de la fusion avec la société Bluefinch. Donc, nous sommes désormais une société franco-hollandaise. Nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet. On vous conseille et on vous recommande les solutions adaptées à vos besoins et à vos budgets. On fait les démos, l'époque également. Nous installons et nous paramétrons avec vos équipes les solutions que vous avez retenues. Nous formons vos collaborateurs et nous les accompagnons pour assurer un transfert continu des compétences. Et dernière étape, nous assurons le support technique de tous les produits présents à notre catalogue. Alors justement, en parlant de catalogue, entre guillemets, voici notre gamme. Le MFT, tout d'abord, Manage File Transfer, une solution de DLP, l'audit et le contrôle des accès, alors soit pour Windows, soit pour IBMI AS400, l'IAG ou IGA, le chiffrement des données, ça là c'est purement pour IBMI AS400, la gestion des comptes à privilèges, eh bien, c'est notre sujet du jour, et la data classification. Alors, si toutefois un des sujets vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées s'afficheront en fin de session. Voici quelques clients. Alors, bien évidemment, vu qu'on en a plus de 400, on n'a pas pu tout mettre. Mais globalement, nous sommes présents en France et nous avons des clients de toute taille et de tout secteur d'activité. Je vais laisser la main et la parole à Camille. Alors, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en fin de session. À toi, Camille, et merci. Merci Stéphanie et bonjour à tous. Donc avant que de vous présenter brièvement le produit sur une interface de laboratoire, très succincte, mais qui permettra de vous familiariser avec le produit. Je vais d'abord passer un petit peu sur l'évolution autour du PAM, surtout avec les dernières recommandations qui ont été diffusées, outre l'ANSSI, mais d'autres organismes, justement, par rapport à la mise en place de bastions, ou en tout cas de protection des comptes à privilèges. Eh bien, avant cela, je vais faire un petit historique pour que vous puissiez vous situer par rapport à cet historique et voir finalement où vous êtes au bon endroit. Alors, première chose, première étape avant cet historique, c'est pourquoi une solution de bastion, pourquoi bloquer les accès à privilèges. En fait, un simple constat assez récent, c'est qu'en fait, 3/4 de tout ce qui est fuite de données qui se diffuse maintenant en plus dans la presse et les divers médias, bien, ce sont souvent liés à des abus de privilèges. Alors pourquoi? Parce que ce sont des cibles de choix pour les hackers, pour les pirates, qu'ils soient en herbe ou non. Ce sont des comptes qui sont vulnérables et compromissibles sur toute la durée d'une journée, tous les jours de la semaine, et pourtant ces comptes ne sont utilisés que quelques minutes chaque jour. Ensuite, ils sont souvent mal utilisés, pas forcément à des fins malicieuses, mais aussi parfois par négligence, ce qui fait que, eh bien, on peut avoir des ruptures d'activité, des ruptures de business, des accès non autorisés à de la donnée sensible. Et puis, en plus, pour la couche visible sur l'iceberg, eh bien, tout simplement, c'est une cible de choix pour tous les audits, qu'ils soient internes ou externes.
Ensuite, bien les privilèges deviennent souvent incontrôlables. C'est un constat. On a souvent justement des problèmes d'abus de privilèges, des privilèges qui sont rajoutés pour un besoin métier, mais qu'on oublie dans un mécanisme d'approbation, eh bien de supprimer aux utilisateurs. Dans des cas même de migration interne, de changement de poste en interne, eh bien les privilèges suivent la personne et non pas le profil. Et puis, dernier constat, malheureusement, c'est que les outils traditionnels sont perçus comme chers ou complexes, avec des coûts qui peuvent être cachés sur la durée de mise en place, que ce soit la mise en place d'un produit, mise en place d'un nouveau flux, d'un nouveau scénario. On va tomber sur un cycle où on va devoir appeler des experts pour mettre en place une nouvelle couche, une nouvelle brique. Une fois que c'est en place, on se rend compte qu'il y a de nouveaux cas d'usage. Donc, c'est à nouveau une implication des équipes, à nouveau une implication des partenaires, parfois des reconfigurations à faire. Certains outils traditionnels, malheureusement, nécessitent d'installer en plus des solutions sur les serveurs distants. Ce qui veut dire qu'encore une fois, il va falloir engager une équipe infrastructure pour installer des plugins, des patchs, des choses diverses et complexes. Et dans d'autres cas, en fait, des équipes vont mettre en place des solutions de bastion gratuites, puisqu'il y a pléthore de solutions existantes sur le marché, mais avec l'effet de bord de la solution gratuite où les fonctionnalités peuvent être réduites ou malheureusement soumises justement à autres failles. Par rapport au PAM, par rapport à l'évolution, le Big Bang de la gestion des accès privilégiés s'est produit vers 2002. Émergence d'Internet, vraiment très sollicité, très publicité, mise en place de la micro-informatique au sein des entreprises. Donc vrai Big Bang autour de 2002. À l'époque, il y avait beaucoup de règles de conformité et on s'intéressait surtout à la gestion des comptes intégrés au système d'exploitation. Par exemple, les comptes administrateurs, les comptes routes, les comptes SA. On avait une méthode à l'époque qui s'appelait le SAPM, pour Shared Account Password Management, parce que les comptes étaient partagés entre plusieurs administrateurs. À des fins de responsabilité, les solutions PAM de l'époque devaient intégrer des mécanismes de planification afin de répartir les comptes de manière à ce qu'un seul administrateur puisse y accéder à la fois. Alors là, je vous parle de bonnes pratiques, pas forcément ce qui était mis en place. Et puis, la plupart des administrateurs utilisaient une méthode appelée Change on Release qui consistait à changer le mot de passe en fin de session. Vous voyez déjà le problème, en tout cas je l'espère, c'est que le mot de passe n'était pas forcément changé à la fin de session. Plus tard, des serveurs proxy ont été rajoutés, ce qui ont permis de transmettre les identifiants directement à l'hôte, à la machine cible, sans que l'utilisateur soit exposé. Les serveurs ont également fourni des services tels que l'enregistrement de sessions et ça a permis aussi de surmonter les segmentations des réseaux. Donc ça a été la mise en place des VLAN notamment de cette segmentation réseau et du coup les solutions de bastion ont permis de surmonter cette opacité au niveau du réseau. En ce qui concerne la sécurité, le principal changement est survenu vers 2014 grâce à Microsoft qui a commencé à promouvoir des bonnes pratiques fondées sur la séparation des tâches. Les utilisateurs disposaient d'un compte de productivité dénué de privilèges, utilisé pour la messagerie, l'accès au bureau, et c'est tout. Pas de capacité de pouvoir installer de nouveaux logiciels sans appeler une équipe habilitée à le faire. Donc les tâches d'administration nécessitaient un compte dédié distinct pour chaque utilisateur, généralement assorti d'un préfixe ou d'un suffixe. Par exemple un "-a", "-adm", etc., admin, ou parfois un autre compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les utilisateurs disposent souvent de plusieurs comptes dédiés pour chaque domaine. Il n'est donc pas rare, surtout dans les grandes organisations, que des utilisateurs administrateurs disposent de plus d'une dizaine de comptes dédiés, avec toute la gestion des mots de passe associés, souvent stockés dans des coffres-forts, accessibles finalement par ou certains utilisateurs ou par tout le monde. Le problème, c'est qu'au fil des ans, on a créé une surface d'attaque. Les comptes multiples permettent de séparer les tâches, c'est pourquoi nous les avons multipliés. Malheureusement, des solutions de PAM conçues pour des scénarios de comptes partagés ne sont pas plus adaptées à ce type de situation.
Les coffres-forts de mots de passe empêchent les utilisateurs légitimes d'obtenir plus d'accès que nécessaire. Et puis quand l'administrateur a terminé sa session, le coffre-fort change le mot de passe. On a une déconnexion du proxy. Le problème, c'est que les comptes dédiés, donc encore une fois, qu'on n'utilise que quelques minutes par semaine, eh bien ces comptes dédiés continuent d'exister avec les privilèges. Le problème qui va se passer, c'est que les pirates ne vont pas se soucier des mots de passe qui peuvent être stockés dans un coffre-fort par des attaques de type Golden Ticket ou hack-the-hash. Eh bien, le pirate va se soucier des objets résidant en mémoire, des artefacts conservés en mémoire pour compromettre les comptes. Une fois que le compte a été compromis, eh bien, tout simplement, le pirate a accès à tous les privilèges associés au compte. Donc, les solutions PAM basées sur des coffres-forts ne protègent absolument en rien contre ce type de menace. À partir du moment où une attaque est passée, clairement, eh bien, par rebond, on va pouvoir prendre la main sur toute une organisation, au moins à travers les comptes, en tout cas les privilèges associés. Imaginez qu'un compte d'administrateur qui a accès sur tous les profils des autres utilisateurs va pouvoir changer le mot de passe, finalement accéder à tout le reste d'une infrastructure juste par une attaque de type Golden Ticket ou hack-the-hash. C'est là que SBPAM va intervenir avec une méthode différente qui va supprimer la surface d'attaque. Certains comptes, comme administrateur, route, si c'est ça, etc., les comptes qui sont justement associés à un besoin de production et puis au besoin de pouvoir accéder quand même à certaines machines, sont toujours aussi légitimes qu'à l'époque de leur invention. Donc eux doivent résider dans un coffre-fort et partager qu'avec une certaine population donnée de personnes qui ont ces accès. Parfois même, ces accès sont partagés, séparés en plusieurs demi-secrets, stockés dans des enveloppes, où il faut plusieurs personnes finalement pour reconstruire complètement un mécanisme d'authentification. Donc on protège ces accès-là qui sont toujours aussi pertinents qu'à l'époque. Mais par contre, les comptes que nous utilisons tous les jours n'ont rien à faire dans un coffre-fort. Absolument rien. Selon l'ancien modèle, donc de changement après utilisation, nous étions obligés de mettre au coffre-fort des identifiants qui n'avaient pas lieu d'y être. La seule raison pour laquelle nous avons continué à stocker les mots de passe dans un coffre-fort pour ces comptes était de pouvoir connecter l'utilisateur via un proxy à chaque fois qu'on en avait l'usage. Hormis un aspect sécurité, imaginez l'aspect responsabilité. Pourquoi aurais-je intérêt à ce que quiconque puisse accéder à mon compte personnel? Pourquoi est-ce que je vais partager mes informations de connexion, mes divers comptes admin avec n'importe qui? Et imaginez aussi l'aspect de la personne qui va devoir gérer plusieurs comptes pour plusieurs tâches administratives. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on va réfléchir un peu à la manière dont on a procédé jusqu'à présent. Avoir 3 comptes délégués, c'est un peu comme avoir 3 taxis garés devant chez soi. On en a un qui ne peut aller qu'au magasin, un qui ne peut aller qu'au bureau, un qui ne peut aller qu'au restaurant. Ce qui, somme toute, est assez ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, les comptes privilèges ont été gérés jusqu'à maintenant de cette manière. Ils sont toujours là et ont une fonction unique. Ils sont présents 24 jours, 7 jours par semaine. Et pourtant, c'est quand même un petit peu aberrant. Dans la réalité, nous ne faisons pas stationner les taxis devant chez nous. On en appelle un quand on en a besoin, on lui dit où on va aller, et la fois suivante, et puis on va appeler un nouveau taxi. C'est ainsi que nous devrions gérer les comptes à privilèges. En créer un quand on en a besoin, lui indiquer nos exigences, et la fois suivante, en utiliser un autre. Imaginez ici que je n'ai plus de compte associé à l'utilisateur, on a une activité associée à l'utilisateur. Alors pour reparler de SBPAM, justement, c'est à l'heure actuelle le seul produit du marché qui va vous permettre de faire cette création, destruction de compte au besoin d'une activité gérée. Toutes les autres solutions de bastion traditionnelles, je ne vais pas faire de choses nominatives à ce niveau-là sur les produits concurrents à SBPAM, mais tous ont finalement cette surface d'attaque qui est toujours existante et permanente. Et dans le principe, les comptes vont avoir ou des accès privilégiés ou les accès privilégiés vont être réactivés au besoin. Mais
Toutefois, ces comptes-là sont toujours présents dans vos systèmes d'information. Avec SBPAM, de ce principe de création-destruction, eh bien, le compte associé activité va exister que pendant la durée du besoin. Donc, même si un pirate arrive à prendre la main sur vos systèmes, va vouloir faire une tentative d'attaque par gestion des artefacts en mémoire, eh bien, il sera dans la capacité de fournir cet effort. Premièrement, parce que SBPAM va détruire ces artefacts-là, via un nettoyage quand même des différents tickets qui sont stockés sur les différentes machines. Mais en plus, le compte n'existera plus en dehors de la session. Donc, au pire, si vous n'avez vraiment pas de chance, c'est que la session sera en cours au moment où le pirate va vouloir tenter de faire l'accès sur l'activité qui sera gérée. Au niveau de l'intégration du produit, on va pouvoir s'intégrer sur un environnement Microsoft, Active Directory ou Azure AD pour pouvoir gérer des ressources. Alors, je parle de ressources puisqu'on va pouvoir gérer différents types de technologies. Donc, on va pouvoir s'interfacer sur du serveur avec un système d'exploitation Windows, du système d'exploitation Linux, mais aussi des équipements réseau de type Cisco et des sites web où quelqu'un va pouvoir gérer finalement l'accès sur ces différentes ressources aux besoins d'une activité. Et puis au niveau de l'interface, on va pouvoir s'interfacer avec des coffres-forts existants sur lesquels on va pouvoir gérer justement la récupération des informations d'authentification. La connexion de l'utilisateur se fera par MFA. On peut désactiver ce MFA, mais c'est fortement non recommandé. Donc MFA via les solutions sur les différentes applications mobiles, donc Microsoft Authenticator, Google Authenticator, etc. Et puis gestion finalement des connexions en direct via du canal URDP, via du canal SSH, sans forcément avoir besoin de passer par l'interface du produit pour créer l'activité. On a toute une sémantique de chaîne de connexion à passer au serveur d'authentification, donc au serveur de SBPAM, pour ensuite par rebond faire proxifier le flux et du coup attaquer les activités dont on aura besoin. Et puis comme toute activité générée dans le produit va être complètement tracée, on va pouvoir s'interfacer sur des SIEM pour le côté plus supervision des activités. Au niveau du produit, eh bien, je pense que vous l'avez compris, eh bien, on va augmenter le niveau de sécurité du système d'information puisqu'on va réduire la surface d'attaque et de manière drastique sur les grandes organisations. Pour la mise en conformité, bien tout est tracé déjà de base, donc on saura finalement associer l'utilisateur à son activité au travers du produit ou à travers des interfaces de supervision qui ont été pluguées dessus. Donc, d'un point de vue audit, ce sera quand même beaucoup plus simple. En plus, vous pourrez prouver que vous avez une solution de bastion. Donc, pour rappel, encore une fois, des recommandations récentes poussent justement les organisations à se doter de solutions permettant justement de gérer l'activité de manière très fine. Et puis d'un point de vue mise en place du produit, alors de SBPAM notamment, eh bien c'est un produit qui est relativement simple et peu coûteux à mettre en place. Quand je dis peu coûteux, c'est-à-dire que même au niveau de la complexité, on a un produit qui va fonctionner sans agent installé sur différentes machines. Donc on va s'interfacer nativement finalement avec les différents systèmes d'exploitation, avec des mécanismes de synchronisation qui sont déjà intégrés dans le produit, donc une gestion administrative qui va être vraiment légère. Au niveau des cycles de récupération des informations, eh bien, vous avez complètement la main sur ce genre de mise en place, après une petite formation initiale. Au niveau du temps de déploiement du produit, on est encore une fois sur quelque chose de très très léger. On n'est pas sur une volumétrie de plusieurs semaines ou plusieurs mois pour installer un use case. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir les dérouler très très facilement. Et encore une fois, vous aurez les autorisations juste aux besoins d'une activité et pas autre chose. Et maintenant, je passe sur mon interface de démo, accessible par web. Et puis pour vous montrer en plus que je ne triche pas, je me suis connecté sur mon annuaire derrière pour vous montrer un petit peu les mécanismes. Alors on peut déjà voir que dans mon annuaire, ici j'ai un compte qui est désactivé, puisqu'on va pouvoir s'appuyer donc notamment sur les mécanismes historiques de réactivation de compte aux besoins d'une activité. Mais aussi, je vais vous montrer la création d'instructions de compte à travers différents usages.
Donc là, je vais me connecter avec un utilisateur qui a tous les droits sur le produit, donc accès à tous les menus. Suivant les activités, les utilisateurs n'auront accès finalement qu'aux 2 premiers que je vais vous montrer. Donc au niveau de l'interface utilisateur, alors pour l'utilisateur basique, on va avoir accès à tout un ensemble d'activités gérées par l'administrateur sur lesquelles on va pouvoir définir des droits, des permissions, des thématiques d'accès sur les différentes machines. Et on a accès aussi à son propre tableau de bord où en fait on va pouvoir voir un petit peu l'activité qui a été associée à notre compte. Pour un utilisateur simple, non admin de la solution, bien tous les autres onglets plus liés à la configuration des politiques d'accès, des accès aux différentes ressources, aux différentes activités, bien tout ça sera évidemment inaccessible. En tant que simple utilisateur, eh bien mettons, je veux bien le compte que j'avais tout à l'heure, je veux juste relâcher ce compte-là, le réactiver. Eh bien tout simplement, je vais sur mon activité et puis je vais demander à créer la session. Suivant les cas d'usage, eh bien, on va pouvoir associer des notes, des numéros tickets si nécessaire, de manière obligatoire ou non, et puis prendre une ou plusieurs activités, plusieurs ressources associées à cette activité. Donc, je demande le démarrage de session. Bien sûr, ça va se faire en tâche de fond, ça peut aller très vite. Et rien ne m'empêche de lancer, de provisionner aussi d'autres accès sur d'autres machines. Donc, typiquement, ici, ça va être l'accès sur des contrôleurs de domaine, avec beaucoup de choses qui vont se passer derrière. Alors pourquoi je lance plusieurs scénarios en même temps? C'est qu'en fait, ces différents scénarios vont, pour l'un, réactiver juste un compte de manière simple, et pour les autres, créer des comptes au niveau d'un domaine, faire des jonctions à des groupes, les groupes admin du domaine notamment, hein, ça c'est au choix, à d'autres groupes aussi pour autoriser l'accès sur ces différentes machines. Et puis déjà ici, je peux voir qu'en fait, eh bien, les noms de comptes qui sont existants ici, eh bien, ont été créés au besoin, basés sur le nom de l'utilisateur connecté, avec un token associé. Ces comptes-là, eh bien, de cette création-là, d'un point de vue audit, clairement, on saura très bien qui a pu se connecter. Et en plus, toutes ces créations-là vont pouvoir être tracées par d'autres outils d'audit. C'est nécessaire pour voir finalement qu'on a bien un mécanisme complet. Au niveau de ces activités-là, en fait, je vais pouvoir aussi finalement visualiser tout ce qui va se passer. Donc là, si je prends mon petit fichier qui a été créé, un fichier RDP, donc je pourrais très bien éditer, on ne verra absolument pas les informations de connexion vers la cible distante. Je vais me connecter. Et là, je vois de base que je passe par le proxy, avec un temps de session associé, donc défini à 1 heure pour ce mécanisme-là. Ça peut être bien évidemment d'autres durées, on va pouvoir aussi autoriser l'utilisateur à pouvoir étendre sa durée de session, hein, pour peu qu'on ait pris un petit peu de retard dans les tâches à faire, etc. Je vois que j'ai un autre produit d'audit de la gamme Netrix qui se met en fonction aussi, puisque c'est un serveur sensible. Donc là, on est vraiment en ceinture bretelle avec le casque de sécu, où en fait, eh bien, toute l'activité de l'utilisateur va être complètement supervisée à distance, tracée, et que je vous montre un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Donc là, je vais laisser de côté un petit peu ce que pourrait faire l'utilisateur. Eh bien, je vais pouvoir voir aussi finalement, donc là, je vois toutes les activités associées à mon utilisateur. Si je suis admin, évidemment, je verrai toutes les activités de tous les utilisateurs, les cibles, etc. On a vraiment toutes les informations. Mais aussi, cerise sur le gâteau, c'est que je vais pouvoir voir à distance finalement tout ce que fait l'utilisateur en temps réel. Donc, ce que je remontre ici, c'est ce que j'ai en fait finalement sur mon connecteur d'accès à côté. Toutes les activités que je vais faire sur mon serveur à distance, eh bien, je vais les voir aussi finalement sur l'interface de supervision. Si vous voyez le curseur qui bouge, j'ai fermé les fenêtres, donc c'est bien apparu ici. Et à distance, en tant que superviseur, eh bien, je vais pouvoir aussi finalement bloquer la session de l'utilisateur, voir là qu'il est directement à distance, hein, pour peu qu'on ait un cas d'utilisation illégitime détecté. On va faire un log simple. Au niveau de ce processus, de ce mécanisme de blocage de la session, non seulement on va prévenir l'utilisateur que sa session est bloquée parce qu'on a détecté quelque chose d'anormal, mais en plus, on va prémunir l'accès, le rejeu finalement de cette tentative d'accès à une machine distante. Pour revenir un petit peu sur le domaine dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien,
si je prends mes utilisateurs, voilà, on voit que mon compte ici d'un partenaire, d'un compte légitime, en fait, a bien été réactivé et je vois bien les 2 nouveaux comptes qui ont été créés au niveau de mon OU. Ça pourrait très bien être de l'utilisation de comptes locaux aussi, hein, sur les différentes machines. Si je reviens sur ma solution de PAM, eh bien typiquement, je vais pouvoir à distance tout gérer, recréer des activités. Donc évidemment, hein, ici on est sur un jeu, sur un labo qui a pas forcément beaucoup de jeux de démo, mais vous pouvez imaginer du coup à l'envie différents scénarios de mise en place d'activités privilégiées avec en plus la capacité de mettre en place des tiers approbateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur va demander à créer une session, puis une autre personne va être alertée et va pouvoir finalement autoriser l'accès à cette session-là, voire en cas de non-réponse de ce tiers approbateur, réescalader ça à un autre tiers approbateur un petit peu plus avancé. Alors quand je vous disais que toute l'activité était tracée, hein, notamment, on va voir sur le cas qui est connecté, les logs associés à l'activité. Ou si je reprends dès le début, on voit la création de l'utilisateur, la jonction au groupe admin du domaine, mais aussi la jonction à un autre groupe qui évidemment n'est pas commun, qui permet l'autorisation de l'accès à distance. Sur une activité, on va pouvoir finalement gérer donc la création de la session, mais aussi la destruction de la session avec, je vous montre celle qui était en cours, avec justement le type d'activité qui va être géré. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir donc, utiliser un compte existant, créer un compte pour l'activité, mais on va pouvoir aussi faire du lancement d'applications publiées directement pour permettre l'accès à des outils un petit peu plus métiers. Donc là, je vous laisse le soin d'imaginer un petit peu tous les scénarios possibles autour de cette création-là, et puis bien où on se base sur un compte existant, où on va faire de la création, auquel cas on va pouvoir associer un template de création suivant les besoins. Autour de la création de la session, donc non seulement, là je parlais de la création et de la jonction à des groupes, on a aussi d'autres mécanismes directement intégrés. On va pouvoir, alors je dépile vite fait, et bien notamment associer un partage réseau pour pas perdre l'activité directement, sans avoir besoin de créer du scripting autour. On va pouvoir, avant la session finalement, puisqu'on est sur de l'accès distant, et bien ouvrir les ports nécessaires, faire de l'activation des services qui nous intéressent, donc notamment l'accès à distance sur la machine. On va aussi avant purger justement les différents tickets pour éviter les attaques de type golden ticket notamment, purger les tickets déjà présents avant même la session sur les différentes machines, que ce soit la cible ou le poste de l'utilisateur. Et puis, eh bien, si on veut rajouter vraiment énormément d'intelligence, on va pouvoir créer ou du script PowerShell ou bien du script tout court directement sur une machine, en lien avec les plateformes connectées, avec les différents équipements réseau. On va pouvoir, enfin Cisco en tout cas, puisqu'il y a un partenariat technologique aussi avec Cisco, on va pouvoir aussi gérer finement ce genre de compte-là. Donc on retrouve là le pendant Linux, le côté cloud pour la brique Azure AD. Sachant que sur toute activité, à partir du moment où on va la créer, on a le pendant sur la fin de la session. On va justement retirer directement les droits, les permissions des différents profils. Si donc autre solution de notre gamme notamment, on va pouvoir créer aussi la même chose sur du site web avec la capacité d'insérer la page d'authentification directement, donc de sorte par rebond à pouvoir s'authentifier automatiquement sur la machine. Petite chose que je ne vous ai pas montré sur les activités, c'est que en lien avec les différents accès, si je reviens ici par exemple, sur les options, je vais pouvoir dans certains cas copier le nom d'utilisateur uniquement, des fins de copier-coller. Dans d'autres cas, on va pouvoir permettre aussi de copier-coller le mot de passe, puisque l'activité nécessitera d'avoir accès aussi au mot de passe. Ici, clairement, vous voyez que cette capacité-là est complètement cachée. Et pourtant, j'ai pu accéder à la machine via l'authentification du serveur. Brièvement sur le produit, hein, vous pouvez voir eh bien, la création d'activités au besoin définie par des activités, définies par des ressources, associées directement à des annuaires ou bien
qu'on va pouvoir insérer directement à la main dans le produit, sur laquelle on va pouvoir mettre en place différents utilisateurs. Donc, il y a des utilisateurs qui sont internes chez nous, qui sont publics, donc aucun problème à les montrer ici aujourd'hui. Eh bien, tous ces utilisateurs-là qui existent sur un annuaire ont pu être synchronisés et uniquement ceux-là. C'est-à-dire que par rapport à mon annuaire qui a beaucoup plus d'utilisateurs, eh bien, seuls ceux-ci sont autorisés en plus à utiliser la solution. Et pour chacun, à chaque fois, on va pouvoir définir différents endroits dans le produit pour vraiment interfacer, donc voir ce qui s'est passé au niveau de l'utilisateur, les différents politiques d'accès disponibles, les droits, les connexions, les rôles, etc. Donc on a une traçabilité et une configuration complète autour de ce qu'on va pouvoir faire au niveau justement du produit. Je remonte un petit peu les différents écrans. Merci Camille. Nous allons vous soumettre 2 questions dans le cadre de notre démarche qualité. Alors elles vont apparaître sur vos écrans, donc merci d'avance pour vos réponses et dans le même temps, on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Camille, est-ce que tu les vois apparaître également? Mais je peux te les dire sans problème. Pour chaque session, est-ce qu'il faut un nouveau compte et mot de passe pour l'administrateur? Pas forcément. Donc réponse très évasive. Oui et Oui, non. tout à fait. C'est ça. Oui et non, c'est suivant les différents scénarios d'usage voulus. Ça peut être possible. C'est tout à fait possible de devoir créer de nouveaux comptes et de nouveaux mots de passe à chaque fois. Alors, de principe, c'est toujours plus facile et plus efficace de garder un compte, mais de faire la rotation de mot de passe directement intégrée au produit, bien évidemment, de sorte à ne pas gérer cette rotation-là, tout en gardant finalement une gestion de compte qui reste quand même à minima légère, pour encore une fois ne pas multiplier les surfaces d'attaque disponibles. Mmh. Merci. Quel est le volume moyen de données à conserver pour assurer la recherche a posteriori, pardon, en cas d'attaque? Alors d'un point de vue, forensique. Alors, d'un point de vue forensique, là, ça va dépendre des durées réglementaires qui sont appliquées sur les différents scénarios. Donc, ça peut être 24 mois, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. D'un point de vue forensique, en général, quand il y a attaque, on la récupère rapidement. Donc, au moins 6 mois, hein. Plus, c'est mieux, évidemment. Mais là, c'est vraiment suivant les politiques internes de conservation. J'aurais pas de réponse précise à ce niveau-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une analyse comportementale de l'admin pour avoir une détection automatique en cas d'action illégitime ou malveillante? Alors, non. Simple, rapide et tranché, pas à travers le produit, évidemment. Par contre, notamment dans la solution qu'on propose de manière intégrée, puisque SBPAM ne fait qu'une partie de notre solution de cybersécurité, toute la partie auditique, détection comportementale, détection suspicieuse d'activité au travers de ce qui est fourni à travers le portail ou même la simple connexion portail, tout ça, c'est délégué à d'autres outils qui vont faire justement cette analyse-là. Oui, d'autres On a outils de la gamme Netrix. notamment, mais aussi d'autres outils qui pourraient déjà être existants. Donc, moi, je partirais de notre Trix Editor, puisqu'on présente un produit Netrix. D'autres outils existent pour l'audit aussi, qui fonctionnent très bien. Et du fait de l'activité, du fait des interfaces finalement sur différents annuaires, sur différentes machines, avec différents mécanismes de connexion sur les machines, et bien tout ça sera de toute façon tracé. En plus des traces générées par le produit, bien évidemment. Mmh. OK, merci. Que se passe-t-il si le serveur service SBPAM n'est pas disponible ou accessible? Eh bien, l'activité privilégiée n'est plus disponible. Alors, par chance, c'est un produit qui peut être redondé, donc vous aurez toujours une porte de sortie avec du mode cluster à ce niveau-là. Donc, ça, c'est envisagé. Sachant qu'on est sur de la machine, finalement, qui va s'interfacer sur vos systèmes. Donc, si jamais, alors ça va dépendre de vos niveaux de SLA aussi, par rapport à la mise en place de ce genre de choses, mais on va très bien pouvoir fonctionner sur environnement virtualisé.
quel cas du call backup ou du hot backup, même de la solution, pourra fonctionner sur une nouvelle instance. Et si jamais, eh bien, en théorie, il y a toujours l'accès justement aux comptes légitimes dont je parlais en préambule, donc les comptes admin, root, SA, etc., etc., qui du coup vont appeler un autre mécanisme d'accès sur les différentes machines. Sachant que, et là, alors, je prêche pour ma paroisse, certes, mais pas que, c'est un produit qui est relativement robuste. Donc, on a très très peu d'indisponibilité du produit. Encore une fois, ça c'est géré par la solution de backup du serveur pour regagner rapidement les accès. Ok, merci. Est-ce que la solution permet de maîtriser le compte built-in admin local afin d'éviter que son mot de passe soit récupéré et serve à rebondir sur d'autres serveurs? Je me laisse un petit temps de réflexion sur les comptes locaux built-in, puisque dans les mécanismes de vérification, justement, on va vérifier que le compte n'a pas forcément été modifié. On va pouvoir s'occuper de la rotation aussi de ces comptes locaux. Donc, en fait, on va déléguer la gestion du mot de passe de ce compte local par machine. Hein. C'est pas un compte qu'on va pouvoir utiliser. De toute façon, c'est du compte local. Donc, empêcher la récupération du mot de passe, j'ai envie de dire, pas forcément puisqu'on a accès sur la machine. Par contre, on va vérifier justement que du fait d'avoir des privilèges élevés sur l'accès à une machine, eh bien, on ne va pas, permettez-moi l'expression, pourrir la machine cible. Donc, ça fait partie du nettoyage. Donc, outre le nettoyage des tokens, on a le nettoyage des comptes locaux sur les différentes machines et aussi cette rotation qui va pouvoir être intégrée. Et de plus, hein, je le répète encore une fois, je suis désolé, hein, c'est que justement sur les mécanismes d'accès sur les différentes machines, on va autoriser, enfin remettre en place l'accès distant qu'au moment où on a besoin de l'activité. Donc non seulement il y a la gestion du compte, mais il y a aussi la gestion de la connectivité de la machine distante. Ok, merci. Grégoire, si vous souhaitez une réponse plus complète, je reviendrai vers vous de toutes les façons. Comment fonctionne le système de rotation des mots de passe? Eh bien, très simplement, on dit quel compte, quelle machine, quel endroit en tout cas de stockage du compte, et puis le produit va s'occuper tout seul de faire cette rotation-là sur heuristique, planifié, avec donc une période de rotation, sachant qu'à travers le produit, on va pouvoir récupérer ce mot de passe-là si jamais il y a besoin aussi en dehors de cette offre de Bastion. Ok. Est-ce qu'il est possible de protéger la connexion à SBPAM par une surcouche de MFA type Octa? Alors, Octa, je suis pas sûr. À vérifier. À vérifier, voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, vérifier la compatibilité pardon, avec Octa. Ok. Je me le note et je reviendrai vers vous, Yannick. Dernière question, Netrix peut-il tunneliser des protocoles OT comme le fait un Walix par exemple? Alors, peux-tu répéter après tunneliser, s'il te plaît, Stéphanie? Des protocoles OT comme le fait un Walix par exemple. Alors, connaissance que fait Walix et connaissance que fait SBPAM, ils font exactement la même chose à part cette création de destruction. Donc oui, oui. C'est encore une fois pour rappel, le serveur SBPAM, c'est un serveur de proxification qui va justement tunneliser cette connexion vers les différentes machines cibles. Et si jamais, et là c'est plus dans le scénario de mise en place, SBPAM ne sait pas le faire, mais que vous avez un serveur qui permet de retunneliser, en fait le principe ce sera de se connecter sur ce serveur qui s'occupera de faire le tunnel ensuite. Donc on va faire un rebond sur d'autres machines qui ont la capacité de le faire. Alors, je pense aussi par exemple à l'accès au protocole X11 ou à ce genre de choses-là, c'est en tout cas comme ça qu'on le met en place à travers SBPAM, pour l'instant. Ok,
OK, super. Bah, merci Camille. On arrive à la fin de cette session. Je te laisse passer sur la dernière diapo et qui est une conclusion. Donc, merci à tous. Afin de suivre toutes nos actus, je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn Bluefinch ESBD France. Le replay de ces webinaires vous sera envoyé dans quelques jours. Et Camille et moi, nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt à tous et merci.